Bienvenue, merci d'être là en direct sur LN24 pour un nouveau tour du pays, un nouveau tour au cœur de l'actualité, un nouveau tour au cœur de votre vie et même une nouvelle fois des cours de récré avec la grande affaire qui nous emmène effectivement du côté des écoles. Les petits Wallons boudent de plus en plus le néerlandais et privilégient l'anglais. Nous vous dirons dans un instant que faire pour remédier à cette situation. Nous parlerons aussi d'une polémique. La guerre des kayaks est lancée et le ministre François Dequesne est accusé d'avoir autorisé trop de kayaks du côté de la descente de la Lesse. Met-il en péril l'environnement et d'autres choses? Nous ouvrirons la discussion dans un instant. Nous serons aussi en direct de Tihange. C'est l'événement ce soir. Le réacteur de Tihange 1 va définitivement cesser son activité dans quelques heures maintenant. Nous retrouverons sur place Alexandre Gérard pour prendre la température de toute une région entre émotion et peut-être même inquiétude. Et puis, c'est le retour de Bérénice Bourgueil. On la connaît comme animatrice radio, animatrice télé. La France nous l'a même volée. Voilà qu'on la retrouve en librairie avec ce livre. Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Elle vient nous voir dans quelques instants. Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. C'est le cas aussi pour Katharina Le Thor. C'est le cas aussi pour Romuald Lamorté, même si parfois on ferait mieux de garder certaines choses à l'intérieur avec lui. On aura Hubert Mestré avec nous, la parole de la sagesse, heureusement pour équilibrer un peu ce tableau et ce studio. Et puis évidemment, Julie Compagnon, pour mettre une touche artistique au cœur de cette émission. Bienvenue dans 100% Rouge. C'est pourri, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette se paye. Je vends des cornichons. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. Je vais pas vous offrir ce livre, Romuald, sinon ça va vous conforter dans l'idée que vous devez absolument tout sortir. Non, gardez de temps en temps des choses Je pour regarde vous. un peu sous le coude. Restez mystérieux. Oui, restez mystérieux. Je vous avoue que la journée avait mal commencé parce qu'on était tous un petit peu groggy ce matin en regardant le nouveau casting des professeurs de la Star Academy. Ah oui. On a cherché désespérément des visages belges. Il n'y en a plus cette année, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et pourtant, c'est pas faute, Julie, d'avoir eu des candidatures. Voilà notamment une candidature qui était arrivée sur le bureau de TF1. Elle n'a malheureusement C'est moi qui ai refusé. Elle n'a malheureusement pas été retenue. J'ai Voilà pas une le temps. autre C'est pas le meilleur candidature candidat, hein. qui était arrivée du côté de la Star Academy comme prof de théâtre. prof de Elle n'a théâtre, malheureusement d'accord. pas été acceptée Dommage. de façon tout à fait injuste. Vous avez l'impression qu'on boude les Belges? Ah bah carrément, oui. Bah, on boude les femmes, manifestement. Julie et moi, on n'a pas droit à notre C'est ça. candidature. Nous, on Attendez, a- l'émission n'est pas terminée. Excellente réaction. Je lance un appel à TF1. Il y a un moyen de vous faire pardonner, c'est en choisissant par exemple comme nouvel hymne de la Star Academy cette saison ceci. Stella Torremolinos. Ah, mais Une vraie c'est- chanson belge, quoi, bien de chez Pas nous. facile à chanter quand même. Histoire de montrer que la promotion 2025-2026 a quand même un petit peu de sang belge. En attendant, faisons le tour du pays et le tour de vos visages. Avec 3 visages à la une ce soir. D'abord celui de Mélanie, qui s'inquiète à propos des chiens, mais aussi des scouts qui embêtent les chiens. On en parle dans un instant. La princesse Elisabeth, qui a été victime d'un fake, d'une relation amoureuse qu'on lui a prêtée à titre injuste. On verra quelles conséquences pour elle, et peut-être aussi pour le fauteur de troubles. Et puis nous parlerons de Laura. Laura qui a saisi l'émotion qui s'est emparée du Cora de la Louvière pour proposer à tous les anciens travailleurs, mais pas seulement, un tatouage très particulier. Mais d'abord, arrêtons-nous sur le visage de Mélanie. Mélanie qui a l'habitude de se promener du côté de cet endroit de Bruxelles absolument fantastique. On est dans le parc de la Woluwe, endroit prestigieux, endroit, disons-le, un petit peu chic, oui, mais qui est l'objet d'une guerre de territoire, d'une guerre de gangs. N'hésitons pas à utiliser le terme ce soir. 2 gangs s'opposent. D'un côté, le gang des chiens. Oh. De l'autre, le gang des scouts qui se battent pour un même territoire. Allez les chiens. Et au milieu de tout ça, Mélanie témoigne. Voilà ce qu'elle dit à propos d'une zone partagée qui est normalement réservée aux chiens en liberté. Si déjà on n'a pas beaucoup d'espace, pourquoi partager cela avec des dizaines de scouts alors qu'il y a des zones immenses ailleurs dans le parc? Un petit, dit-elle, mangeait sa gaufre, mon chien est venu lui la piquer. Voilà le genre de situation qu'on cherche à éviter. Dimanche, je devais courir après mes chiens. Donc soyons très clairs, hein, Julie, il y a une petite zone dans le parc de la Woluwe et ça existe dans certains parcs où les chiens peuvent se promener sans laisse, en liberté. Et apparemment, cette zone est un petit peu parasitée par les scouts. Comment réagissent les autorités régionales, communales à ce problème qui prend des proportions démesurées ce soir? Bah alors, comme vous le disiez, justement, le parc appartient à la région et pas à la commune. Par contre, la commune, bah voilà, elle récolte les plaintes. avis, les plaintes. Et en fait, ils m'ont affirmé à la commune qu'ils ont fait la demande à la région pour clôturer justement cet espace. Parce qu'on ne va pas clôturer les scouts, évidemment, on va clôturer plutôt un espace pour les chiens. Pour le moment, ils peuvent uniquement aller sur les 2 vallons, pour ceux qui connaissent le parc de la Woluwe.
Mais voilà, c'est vrai que le parc en même temps appartient à tout le monde et pour faire des aménagements dans ce parc, malheureusement là il appartient à la région. Donc la région pour le moment analyse la situation, en tout cas la commune n'a pas de réponse claire sur le sujet et le bourgmestre s'est engagé à obtenir une réponse, enfin s'il n'a pas de réponse avant le 31 octobre, eh ben, il va agir un petit peu. De lui-même? Ah oui, il va outrepasser Bruxelles Environnement? Alors, je n'ai pas les détails de l'action qu'il va faire, mais en tout cas, on m'a assuré qu'une action allait être faite à partir du 31 octobre s'il n'y a pas de réponse de la part de la région pour l'aménagement, parce que c'est vrai que c'est problématique. Je veux dire, les chiens ont le droit de se balader, mais les scouts ont le droit Si on de m'avait dit un jour qu'il y aurait une guerre entre deux bandes rivales, les chiens d'un côté, les scouts de l'autre, j'y aurais pas cru, Romuald. Mais d'autant plus que la zone est déjà assez petite pour bien Ouais. connaître les lieux pour les chiens. À un moment, si on pouvait juste leur réserver une petite zone à nos adorables toutous, les scouts, le parc, il est gigantesque. Hein. Ils peuvent très bien aller à d'autres endroits. Mais est-ce que c'est clairement Clôturer, ça va indiqué? Parce que réduire. je peux pas croire que les scouts... Apparemment, il y a des panneaux, mais qui effectivement ne sont pas hyper visibles. savez que Ça fait partie de la polémique. Un groupe de chiens, on appelle ça une meute. Un groupe de scouts, une meute également. Ah bah voilà, bah, l'histoire était écrite. Laquelle est la plus dangereuse, Hubert? Ah ben mon cher Hubert, en parlant de danger, puisque c'est vraiment la question centrale ce soir, juste, et redevenons sérieux l'espace d'un instant, quel est le nombre d'accidents, d'incidents qui mélangent les chiens et les enfants? Parce que c'est finalement de ça que Mélanie veut nous avertir. Hélas, Thibaut, c'est très difficile à dire parce que, hélas, il n'y a pas de statistiques générales précises qui comptabilisent les morsures de chiens et c'est catastrophique. Ce qu'on peut dire, en Belgique, il y a plus de 600 personnes par an qui sont hospitalisées pour morsure de chien. Et je dis hospitalisé, donc c'est sérieux. C'est sous-évalué. On ne compte pas les petites morsures qu'on soigne avec un peu de mercurochrome, hein, les petits Oui, bobos. on ne parle pas du médecin généraliste non plus, c'est vraiment l'hôpital. Là, Voilà. Alors, par contre, ce qu'on sait, c'est que la majorité des cas de morsure concernent des enfants de 0 à 9 ans. Et les plus petits, jusqu'à 5 ans, c'est surtout pour des morsures au visage. Dans 36% des cas, il s'agissait du chien de famille. Un brave toutou qui n'avait jamais mordu. Qu'on caresse pendant qu'il mange. Voilà. Alors, les vétérinaires ont, il y a quelque temps, lancé un véritable cri d'alarme parce qu'ils aimeraient bien qu'on crée un observatoire des morsures et des blessures causées par les chiens pour pouvoir y répondre d'une façon efficace. Il y a le comportement des humains aussi. Ah On oui. ne caresse pas un chien n'importe comment. Vous avez choisi votre camp, vous, on l'a compris ce soir. Vous Et iriez toute caresser l'émission. un être humain comme ça Non, mais sans toute sa l'émission permission a choisi son camp et vous Écoutez, savez pourquoi? C'est parce que nous avons Mosca sur ce plateau. Il est interdit de ne pas mettre de muselière ni de laisse pour les chiens de catégorie 1, les chiens dangereux. Allez vous promener en ville, voyez des jeunes qui achètent des chiens de combat et qui se promènent sans muselière. Et personne ne dit rien. C'est assez Et on choquant. voit aussi quand même de plus en plus d'enfants qui se permettent d'aller titiller les chiens et puis les parents, sous réserve d'une certaine pédagogie, ne peuvent pas Je leur crier remarque ici dessus, que ne disent personne n'a rien. prêté attention aux images de Mosca et à la chute, qui pourtant m'avait ému à titre personnel. Mais voilà, le débat était tellement enflammé ce soir, on les revoit. C'est le chien de Fabrizio qui reviendra. C'est promis, qui reviendra dans cette émission jeudi, c'est promis, juré. En attendant, presque de la Hubert, maltraitance. deuxième visage, et il est important au cœur de l'actualité. Ce visage, c'est celui de la princesse Elisabeth. Et là, je vous demande un élan patriotique ce soir. Lançons la Brabançonne si vous le voulez bien, parce qu'évidemment, dès qu'on touche à la prunelle de la nation, toute la Belgique est concernée. La princesse Elisabeth, vous le savez, on en parle beaucoup, elle va un jour succéder au roi Philippe, oui, mais en attendant, c'est ces histoires de cœur qui intriguent et qui inquiètent tout le pays. Et voilà ce qu'on a vu, elle a été victime quelque part d'infos, c'est la presse qui nous le dit. Il y a une fameuse photo qui a circulé, on la voit avec le prince Georges du Liechtenstein, on se demandait si c'était vraiment son petit copain. Eh bien, le palais du côté du Liechtenstein a démenti en disant « cette photographie, c'est un faux, réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle ». Alors, question très simple, Katharina, qu'est-ce qu'on risque quand on produit un faux pareil? Et est-ce que la peine est d'autant plus grave qu'on a touché à notre princesse? Non. Donc vous touchez à Romuald ou à Elisabeth, c'est la même chose. Mais attention, tous ces actes qui aujourd'hui sont des actes fallacieux de deepfakes, etc., ça reste quelque chose d'assez neuf. Donc le cadre légal n'est pas non plus hyper clair. Ce qu'on me dit dans le chef du Palais Royal et dans le chef des avocats spécialisés, c'est que ça dépend toujours de l'intention. S'il y a une intention de manipuler un discours politique, social, économique, de mettre dans la bouche du roi, dans la bouche de la princesse des mots, des propos qui ne seraient pas les leurs et qui
qui influerait quelque part sur la dynamique vraiment sociale du pays, bien sûr, il y a des sanctions, bien sûr, ça peut aller encore très loin. Par contre, quand il s'agit d'une photo, d'un commentaire quelconque, alors au Palais Royal, on me dit, ça nous est déjà arrivé de demander le retrait d'une photo, de demander la suppression d'un commentaire, mais par contre, on ne va jamais... Donc là, ils vont pas porter plainte, quoi. Ils vont pas porter plainte, et surtout, vous posiez la question, oui, bon, ici maintenant, réaction, l'idée pour le Palais Royal, c'est de ne pas commenter non plus tout ce qui représente un faux, parce que si vous passez à côté d'un faux, on estimera qu'il est vrai, puisque vous n'avez pas réagi. Donc il y a vraiment la volonté de ne pas réagir à la vie privée, la vie sentimentale des personnalités royales en règle générale. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'idée de l'intention. Est-ce qu'il y a une intention de manipuler, oui ou non? Et ça, bien sûr, c'est le droit qui peut se permettre. Et en attendant, ça ne fait pas nos affaires, parce que vous savez qu'on cherche désespérément à savoir. C'est l'histoire de cœur qui nous intrigue depuis des mois et des mois. La princesse Elisabeth est-elle en couple ou pas? A-t-elle choisi Romuald ou un autre homme? C'est la question qu'on n'arrive pas à trancher et sur laquelle on reviendra bien entendu, puisque toute la Belgique... Ah, vous avez des infos sur l'idylle avec Romuald? Je sais que non. Mais je ne peux pas le dire. De sources sûres. De sources proches de l'enquête. Vous avez dit que cet homme-là reste muet. C'est peut-être une demande du palais qui lui a demandé évidemment de ne pas commenter, cette rumeur. En attendant, troisième visage au cœur de l'actualité de cette Belgique, ce visage, c'est celui de Laura. Laura qui nous ramène du côté du Cora de la Louvière, qui est en train de se vider petit à petit, comme tous les Coras du pays, même si, on vous en parlait hier, ils tiennent à dire qu'au niveau alimentaire, il reste bien achalandé. C'est un monument, le Cora de la Louvière, un monument pour toute une région, et c'est bien résumé par Alfio sur un ton assez humoristique. Il a roulé pour nous, faut pas oublier ça. Ce qu'a dit, il a porté tes 36 bacs d'eau que t'as acheté en promo. Il a porté tes bacs de bière quand l'Italie a joué en Coupe du Monde. Elle a même porté ton fils, qui gueulait comme un damné. Et qu'est-ce que tu faisais? T'allais au rayon boulangerie, acheter les gros paquets de coco au beurre, là, tu vois, et tu lui mettais dans la tronche, pour pas qu'il te fasse chier. Arrête, on l'a tous fait. C'était un lieu de vie sociale et ça reste un lieu de vie sociale, le Cora de la Louvière. Pour beaucoup, ça va être un déchirement de voir cet établissement fermé. Et voilà ce qu'on apprend dans la presse aujourd'hui, que certains vont se faire tatouer le Cora. C'est la maman de Laura qui est tatoueuse, qui a suggéré cette idée à sa fille. Elle s'appelle Annick. L'idée lui est venue d'un groupe de collègues qui souhaitaient avoir le même tatouage. Elle a demandé à sa fille Laura, qui est tatoueuse, si c'était possible. Et ma fille a décidé de lui consacrer et de leur consacrer une journée. Question Romuald, ça va être ouvert à tous? C'est le 11 novembre prochain, je crois que cette journée tatouage va avoir lieu, où il faut avoir travaillé chez Cora, et si oui, à quel prix ça va se faire? Mais d'abord, avant tout, c'est vrai, le Cora de la Louvière, c'est un lieu de vie sociale, je peux vous le dire. Vous venez de la région. J'ai été avec mes parents toute mon enfance là-bas, j'étais abonné au rayon BD. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est un endroit important, le Cora de la Louvière. Et ça sera ouvert à toutes et à tous pour l'histoire du tatouage, ainsi qu'aux travailleurs qui ne souhaitent pas, par exemple, se faire tatouer. Alors, on nous dit que le prix, c'est ce qu'elle nous dit, sera moins que le prix minimal habituel. Alors, j'ai été voir chez Luca Tattoo à Binge. Pour un tatouage de petite taille, généralement, on est autour, pour 2 à 5 cm de peau, autour de 80 à 100 €. Donc, on ne sait pas combien ça va être. On sait juste que ça sera moins que ce prix-là. Ce qui est peut-être victime de son succès, parce que j'ai voulu aller sur son site et le site ne marche plus, si vous voulez tout savoir. Le site est comme bloqué, donc peut-être qu'il y a plein de gens qui se sont dit c'est intéressant, j'ai envie d'y aller aussi. Par contre, elle se fait fort critiquer actuellement sur les réseaux sociaux. Pas mal de gens disent qu'elle profite de la faillite, ça va devenir la tatoueuse des faillites. Elle se défend qu'elle n'est pas là pour se faire de l'argent et elle proposera 10 variantes de tatouages spéciales made in Cora. Oui, et c'était pas son idée, on est venu la chercher, elle fait ça pour rendre service. Et puis en même temps, elle un jour férié en plus. Elle tatoue, donc elle travaille. Donc, oui, et tenez-vous bien, un jour férié, le 11 novembre, où elle aurait pu rester tranquille à la maison. Initiative qu'on voulait évidemment saluer ce soir. Dans un instant, on vous parlera du tram de Liège. Et promis, il n'y a plus d'accidents, mais il y a d'autres problèmes. En attendant, place à l'envoyé spécial. Direction Tihange et son petit rayon de soleil, et pourtant une éclipse peut-être ce soir va avoir lieu sur place, puisque le fameux réacteur de Tihange 1 va cesser son activité dans quelques heures. Alexandre, vous êtes sur place. Quel est quelque part l'état d'esprit et l'ambiance là où vous êtes ? Eh bien oui, ça va. Le réacteur Tihange 1 va être déconnecté du réseau à minuit ce soir. Et figurez-vous, Thibaut, que je me trouve à côté de Tihange 4. Tihange 4, c'est le bar qui se trouve en face de la centrale, là où les travailleurs se rejoignent après leur journée de travail. Et ici, aujourd'hui, l'ambiance, elle est plutôt triste. C'est une partie de vie de certains travailleurs qui cessent
aujourd'hui à partir de minuit ce soir. Alors on le rappelle, Tihange 1, c'est le 4e réacteur qui cessera son activité après Tihange 2 et après Doel 1 et Doel 3. Pour Doel 2, il faudra encore attendre le mois de décembre et puis 2 autres réacteurs ont été prolongés jusqu'en 2035, c'est Doel 4 et Tihange 3. Alors c'est une perte pour les travailleurs, mais c'est aussi une perte pour la ville de Huy, cette cessation de Tihange 1, puisque c'était un fleuron de l'économie locale. La ville de Huy touchait pas mal d'argent pour ces réacteurs, entre 4 et 6 millions d'euros par an pour un réacteur. Et donc ici, avec l'arrêt de Tihange 1 et Tihange 2, c'est près de 12 à 15 millions d'euros par an qui disparaissent. Et donc cet argent perdu, il va falloir le retrouver. Heureusement, la ville a pu anticiper. Je vous propose d'écouter Christophe Collignon, le bourgmestre de la ville de Huy, à ce sujet. Alors on s'y est préparé depuis un certain nombre d'années de différentes manières. D'abord en positionnant la ville autrement, en faisant des investissements pour restructurer la ville. On s'est plus positionné comme une ville de patrimoine, de tourisme. On a remis notre téléphérique en marche, donc on a maintenant un positionnement clair à ce niveau-là. On a fait un bas de laine, on a un fonds nucléaire qui est relativement important pour amortir le choc. Et puis, il ne faut pas se le cacher, notre entreprise, la ville, on a essayé de jouer sur les dépenses. On a essayé de ne pas remplacer nos personnels, de les reconvertir. Donc, on est quelque part en réduction de voilure, si vous voulez une image. Ça, c'est la ville qui va réussir apparemment à se retourner. On pense évidemment en premier lieu au personnel, Alexandre. Il va devenir quoi, le personnel de Tihange 1 ? Eh bien oui, il y a 1000 personnes qui travaillent sur le site de Tihange, sans employés, uniquement pour Tihange 1. Eh bien, il n'y aura pas de conséquences directes sur l'emploi si on en croit le directeur de la centrale qui explique que les travailleurs auront une solution d'ici jusque 2035 au moins. Je vous propose d'écouter donc le directeur de la centrale de Tihange. À Tihange, nous sommes 1000. Et le personnel de Tihange 1 représente à peu près une centaine de personnes. Elles ont toutes été rencontrées depuis l'an dernier pour leur offrir des perspectives. Certains ont choisi de rester à Tihange 1 pour continuer le démantèlement. D'autres ont choisi de partir à Tihange 3. Et là, nous sommes en train de les former sur ce nouveau réacteur, enfin sur ce réacteur. Et puis les autres ont choisi d'aller dans d'autres services de maintenance. Donc tout le personnel de Tihange 1 a des perspectives pour l'avenir. Merci Alexandre de nous avoir partagé cette drôle de journée, cette drôle de soirée du côté de Tihange. Nous voilà rassurés pour le personnel, ça n'empêchera pas l'émotion, évidemment, de prendre le dessus ce soir. Il est l'heure de faire le tour du pays. Avec 3 escales, 3 arrêts, nous serons du côté de Liège, où il se passe des choses avec le tram, à Anderlecht avec cette opération coup de poing hier. On verra avec quel résultat à la clé. Et puis nous serons à Charleroi, où les facteurs ont décidé de se mettre à l'arrêt. Ils sont à bout, on vous dit pourquoi dans un instant. Mais d'abord, le tram de Liège. Le tram qui fait une nouvelle fois l'actualité. Et promis, on n'a pas d'accident à vous annoncer. On va donc pouvoir chasser cette image de collusion qu'on a l'habitude de voir dans les journaux de temps en temps. Ce n'est pas de ça dont on parlera ce soir. Hop, la collusion, on l'enlève. C'est un autre problème dont on doit vous parler ce soir. Il y a des petits malins qui ne payent pas leur ticket de transport. Non. Et ils sont assez nombreux. Apparemment, un passager sur 8 oublie de valider son ticket de transport. C'est le moment donc de lancer officiellement ce soir un hit parade. Hit parade pour savoir... Ouais, l'instant est solennel. Où se situe exactement Liège dans le hit parade des fraudeurs? Parce que c'est pas mal quand même, 1 sur 8. Est-ce qu'ils sont meilleurs, moins bons que les Bruxellois, les Carolos et les autres, les petits fraudeurs de Liège? Bravo, vous allez être déçus, Thibault. Ça veut dire en quoi? réalité, ce n'est pas forcément le fraudeur qu'il faut pointer du doigt, c'est le mode de transport. Il y a évidemment plus de fraude dans les trams et les métros que dans les bus. Pourquoi? Parce que vous n'entrez pas dans un bus sans montrer votre ticket. Vous êtes obligé de passer par l'avant, ouais. D'entrer par l'avant. Or, dans le tram, vous pouvez passer par n'importe quelle porte et vous n'êtes même pas sûr de vous faire contrôler. Idem d'ailleurs pour le métro. Et donc, ce qu'on me dit au texte, c'est d'une part, on ne vous donnera aucun chiffre parce qu'en réalité, à partir du moment où vous changez le mode de transport ou en tous les cas le paysage de transport d'une ville, comme c'est le cas de Liège, tous les taux sont bouleversés puisque vous amenez un nouveau tram. Or, avant,
finalement, les taux étaient plutôt bons, puisqu'on n'était que sur des bus. Sur du bus. Donc les Là, on Liégeois vient étaient avec les trams, donc on nous dit non, mais voilà, il faut nous laisser 6-7 mois pour laisser le temps aux citoyens de comprendre que oui, dans un tram, il faut impérativement montrer son ticket, le scanner ici en l'occurrence. Et petit élément supplémentaire, c'est que les contrôles sont systématiques quasi pour l'instant à Liège, précisément pour interpeller, pour sensibiliser à cela. Si vous regardez les chiffres, on est à 24 000 dossiers pour les techs et on est à 9 000 pour les STIB, donc pour la STIB. Donc finalement, vous voyez que ça s'équivaut plus ou moins. Ça s'équilibre. On ne peut pas dire que le Liégeois est particulièrement à passer par la fraude, mon cher Hubert. Ça dépend du mode de transport, c'est quand même important de le Je vous vois noter. réagir, je vous sens un peu nerveux sur le sujet. Vous avez quelque chose à Je reprocher? ne voudrais pas interrompre votre brillante démonstration, mais vous savez que la fraude dans le métro est un objet de frustration immense. Vous avez un abonnement. Oui, mais écoutez, vous avez des portiques automatiques. Vous vous présentez devant le portique, vous allez mettre votre abonnement et vous sentez quelqu'un qui vous colle dans le dos. Et parfois c'est une jeune fille. Vous vous dites ça y est. Mais non, elle veut profiter de l'ouverture des portiques pour rentrer en même temps que vous. Donc attendez, vous êtes en train de dire si c'est une jeune fille, c'est ok, mais pas un non, jeune mec. non. Mais c'est leur technique, ils vous collent dans le dos. Vous n'avez jamais fait, Hubert? Jamais. Vous n'avez jamais fraudé dans votre jeunesse? Hubert a donc été victime de frotteurs dans sa vie. J'ai été victime, mais pas plus tard que la semaine passée. Posez-vous des questions sur votre sex appeal. Posez-vous des questions sur votre sex appeal si vous êtes victime de frotteurs. Pourtant, j'avais une explication à vous donner du côté de Liège. Pourquoi certains ne payent pas leur ticket? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de distributeur de cash. Regardez ce qui s'est passé dans le quartier Saint-Léonard, où on se plaint depuis des mois et des mois de l'absence de distributeurs. 3500 personnes ont signé une pétition. Ils ont débarqué au conseil communal. On voit les images réclamant un distributeur. Hubert, à partir du moment où ils sont un certain nombre, et là on parle quand même de 3500 personnes, est-ce que la ville est obligée d'obtempérer et de leur mettre un distributeur à disposition? Il y a eu, vous l'avez dit, une interpellation au conseil communal. Eh bien, rien n'oblige une ville à se plier aux demandes d'une pétition. Si elle le fait ou si elle ne le fait pas, c'est un acte politique. Oui. Ah non, je voulais lever le doigt pour après. Ah, d'accord. On prend des questions à l'avance. Voilà. Moi, je vous ai torpillé, c'est la vengeance, là, vous me torpillez. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce distributeur? Alors, oui, revenons. Alors, à Liège, on m'a dit que pour qu'une pétition, doit regrouper 10% de la population d'une ville d'au moins de 30 000 habitants pour être prise en considération et pour demander une réponse. Ici, on est loin, avec 3 500, 200 000 habitants à Liège. 3500, c'est 20 000, 10%. Malgré tout, la commune a voulu répondre à cette pétition et lors de cette interpellation au conseil communal, le bourgmestre a appris que des contacts avaient été pris avec Bateau-Pain pour augmenter le nombre de distributeurs cash à Liège, 18 dans le centre, plus en périphérie. Et, dit-il, il a ajouté que la semaine passée, à Saint-Léonard, dans le quartier Saint-Léonard, on avait déjà visité un local prêt à recevoir. Sous-entendu, on est sur le point de trouver une solution. On sait à quel point le dossier des distributeurs. Vous connaissez Saint-Thomas, attendons pour voir. Dites, je croyais avoir trouvé le personnage le plus bavard avec Stéphane Powels le lundi. vous êtes en train de le dépasser. Et en plus, il parle fort. Et en plus, je peux raconter une micro-anecdote. Demain Vous faites quoi demain? En 15 secondes. Allez, en 15 je suis à Liège, je veux prendre le bus. Je demande de payer par carte. Le mec me rit au nez et me dit « Madame, on n'est pas à Hollywood ici, hein. » C'était impossible de payer dans le bus par carte. Je n'ai pas pu payer mon ticket. Voilà. Du cash à certains endroits. On n'est pas Hollywood. Et j'en profite pour préciser, parce qu'on a parlé des frotteurs il y a quelques instants sur le ton humoristique, évidemment, c'est un sujet grave, sérieux, et qu'il n'est aucunement question, évidemment, de soit en rire. En rire ou valider ce genre de comportements qui sont répréhensibles, y compris pénalement. Autre destination, nous allons du côté d'Anderlecht, où une opération coup de poing a eu lieu hier. Alors Anderlecht, c'était évidemment la grosse opération de contrôle. Vous avez vu certaines images sur différentes chaînes de télé, notamment à la RTBF. 500 policiers étaient mobilisés hier. Il y a deux écoles, deux sons de cloche. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, qui dit « C'est super, on nous a vus sur le terrain, on a rassuré les habitants ». Et de l'autre, par exemple, le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette, qui dit « Ça sert à rien, c'est de la com ». C'est vrai que c'est des opérations coup de poing, ça fait un peu opération de com, moi je trouve. Je préférerais avoir un soutien au quotidien dans les actions et les opérations qu'on a menées contre le deal et surtout de remonter les filières. Alors il y en a un qui dit c'est super utile, l'autre qui dit ça sert à rien. Romuald, regardons les chiffres en face. Est-ce que cette opération d'hier
a permis certaines choses, des arrestations, des saisies ou autre chose. Déjà, un petit mot. C'était la police fédérale avec les 6 zones de police de Bruxelles qui ont contrôlé des personnes, des véhicules, des établissements Horeca, des gares, des stations de métro. Alors les chiffres, entre guillemets, ils sont grands si vous regardez les interpellations. 708 personnes qui ont été contrôlées, 621 véhicules, 9 arrestations judiciaires, 13 arrestations administratives. Mais par contre, 2 PV seulement pour drogue qui ont été rédigés et on ne sait pas combien ont été saisis. 2 PV pour armes, mais on ne sait pas quel type d'armes, le nombre d'armes qui ont été saisies, pourquoi. Il est encore trop tôt, nous dit la police fédérale à l'heure actuelle, pour fournir plus de détails, les PV étant en cours de finalisation dans les différentes zones de police concernées. Donc en gros, et ce qui m'est revenu de plusieurs sources policières, on montre qu'il y a du bleu sur le terrain. Quant aux résultats vraiment ciblés, c'est pas hier qu'on l'a vraiment eu. C'était pour envoyer un message. Le message est bien passé et certains habitants ont témoigné eux-mêmes hier dans les différents journaux télévisés. On a besoin de ça, ça nous rassure. Un jour, c'est pas suffisant. Pourquoi ? On a besoin de plus de sécurité, quoi. On voit des gens ici à 22h, 23h, ils les agressent sans pitié ici. On verra si les opérations du coup se multiplient pour répondre à cette demande. En attendant, nouvelle destination, on part du côté de Charleroi. Charleroi, où figurez-vous qu'on fait face, c'est la presse qui nous l'apprend une nouvelle fois ce matin, à une nouvelle grève des facteurs. Elle avait déjà eu lieu vendredi, elle a eu lieu lundi, elle s'est prolongée aujourd'hui. Vous savez que la grève des facteurs, on en avait beaucoup parlé au mois de février, aux 4 coins de la Belgique. Ici, semble-t-il, on est à bout au niveau du personnel. Julie, je vous livre quelques déclarations. Elles sont anonymes évidemment, mais importantes avec ce nouveau système. On arrive à des tournées de dingue. 1600 boîtes à desservir sur une seule tournée. Et on rajoute, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Depuis une semaine, on voit des gens pleurer au travail. Est-ce qu'on sait si sur une tournée, il y a un nombre de boîtes maximum autorisées? Parce que 1600, ça a l'air gigantesque. Bon, alors j'ai appelé la porte-parole de Bipost, Laura Sarada, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de nombre de colis à livrer par jour. En fait, le travail est calculé à l'horaire. Donc c'est 7h36 de travail par jour, par facteur. Mais évidemment, il y a énormément de colis parce que, si vous voulez, ça a un petit peu changé. Avant, les facteurs devaient distribuer beaucoup de lettres. Aujourd'hui, ce sont des colis. Il y en a plus de 500 000 par jour à se répartir entre, beaucoup plus lourd, à se répartir entre à peu près 11 000 facteurs. Mais voilà, donc quand un facteur est dans une rue, il ne fait pas du porte-à-porte. Maintenant, il fait quelques maisons. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une modification dans la zone. Elle m'a expliqué, parce que voilà, c'est plus pour répondre à la demande actuelle en réalité. Donc, on va couvrir une plus large zone avec moins de colis que de lettres, entre guillemets. Mais c'est pour que ce soit plus efficace. Elle m'a aussi assuré que tout ce qui a été mis en place, c'était sous forme de test. Ils allaient tester, voir un petit peu comment ça fonctionne, si c'est efficace de travailler comme ça. Et puis, il y aura un réajustement pour les personnes aussi qui ont des difficultés à faire ce job, parce que vous le dites, il est effectivement plus lourd. Il y aura des aménagements. Et voilà, ils vont fonctionner comme ça. En tout cas, c'est ce que la porte-parole Pour l'instant, le test n'est pas super concluant. À voir les réactions du personnel. Et pour les heures supplémentaires, justement pas payées parce qu'il y avait cette réaction-là, elle m'a dit que les heures supplémentaires allaient être il y aurait des compensations en fin d'année ou des bonus, et en tout cas les heures pourraient être récupérées sous forme de récup justement. On espère que la concertation entre direction et personnel va marcher pour le coup. Dans un instant, on reçoit Bérénice Bourgueil. Vous avez l'habitude de la croiser sur les plateaux télé, de l'entendre à la radio. Elle envoie un message à Romuald avec son nouveau livre. Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Prenez-en de la graine. On en reparle dans un instant. C'est dans 100% belge. À tout de suite. Merci d'être là en direct dans 100% belge. Dans un instant, c'est promis, on ouvre la grande affaire avec les petits Wallons qui boudent le néerlandais. Vous êtes de moins en moins nombreux à choisir cette langue à l'école au profit de l'anglais. On verra qu'est-ce qui se cache derrière ça et comment éventuellement résoudre le problème. Mais avant ça, il est l'heure d'accueillir une invitée, pas comme les autres, et d'ouvrir le consulat. Ça fait des années qu'elle nous accompagne. Elle nous accompagne à la télé, elle nous accompagne à la radio. On est même parfois un peu mal cadré avec elle parce qu'elle nous bouscule dans nos habitudes. La France nous l'a volée. On l'a découverte notamment sur Europe 1, qui était venu la chercher. On l'entend régulièrement par ailleurs sur RTL, où son rire est plus que communicatif. Oh, je peux l'écouter, je veux le mettre comme sonnerie de téléphone. Je peux la voir encore une fois. La parole.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse derrière, moi, après? Arrêtez. Mais je sais que moi, si vous glissez, je glisse aussi. Je vais pas vous retenir longtemps. Bonsoir Bérénice, merci d'être là. On vous ramène et vous nous ramenez sur un tout autre terrain de jeu ce soir puisqu'on vous découvre en librairie avec ce livre-là. Je sais que des invités dans votre carrière, vous en avez reçu des dizaines, des centaines, et que la question la plus difficile ou l'exercice le plus difficile, c'est de résumer parfois un bouquin. Alors je vais vous laisser faire le boulot. C'est parti. C'est la question difficile d'entrée de jeu. Vous avez 30 secondes pour nous pitcher. Oh, bah même en moins que ça. En fait, c'est une femme légèrement névrosée. Le légèrement névrosé est un terme médical qui veut dire que la personne a beaucoup de névrose, mais pas au point d'être internée. Donc, une femme légèrement névrosée qui va tester le rôle de mère au foyer H24 pendant 3 mois. Voilà. À l'occasion d'un départ au Canada où elle accompagne un certain Canada, boubou. si vous voulez, c'est pas dit dans le livre au Canada. C'est vrai. On le soupçonne parce qu'on connaît certains éléments de votre vie et qu'on est à la frontière de la fiction et de la biographie. Pardon, c'est l'auto-roman, comme vous dites parfois. Auto-roman, j'adore ce mot-là parce qu'effectivement, je me suis inspirée de plein de faits réels que j'ai moi-même vécu, mais j'ai enjolivé et puis il y en a certains que j'ai été chopé à gauche, à droite et que j'ai fait mien. Et au travers de ce livre, vous nous annoncez une terrible nouvelle qu'on doit absolument partager ce soir. La terrible nouvelle, c'est que la mère parfaite n'existe pas. C'est grave. Vous cassez le mythe de Super Nanny, vous n'en avez jamais croisé. Vous cassez aussi le mythe de Wonder Woman, elle non plus n'existe pas. C'est quoi? C'est une forme de déculpabilisation générale au travers d'un parcours personnel et d'une histoire en jeu qui s'adresse à toutes les mamans du monde? À toutes les mamans, à tous les papas aussi. Alors, c'est écrit à la première personne au féminin, mais ça peut être des pères aussi. Hein. Vous le dites au début d'ailleurs en disant vous espérez trouver la même version au masculin un jour. Mais, bien sûr. Alors, est-ce que ce sera vraiment la même chose? Parce que homme, femme, je reste persuadée qu'on est différents, donc on a des ressentis aussi différents. Alors, mon but, il y avait strictement aucun but en fait. Donc, mon but n'est pas de déculpabiliser, mais quelques personnes qui l'ont lu me disent toutes la même chose en disant, et j'ai l'impression que c'est assez salvateur quelque part, alors que c'était pas du tout le but. Qu'est-ce que ça fait du bien, y compris dans le style, parce qu'on reconnaît le style Bérénice, on va quand même en parler 2 minutes. On a choisi 2 passages relativement soft. À un moment donné, on parle, je crois, de la balançoire ou du toboggan. Quand vous commencez à pousser dans le dos, on est au parc, c'est comme la coke, tu crois que tu peux t'arrêter quand tu veux, mais à chaque fois tu replonges. Ou alors, évidemment, ce passage déjà culte, dès ma plus tendre enfance, les paix ont toujours fait partie de mon existence. Dès ma plus tendre enfance, ils m'ont toujours fasciné. C'était quoi? C'était l'envie d'être brute de décoffrage, de parler comme vous êtes finalement dans la vie? La romancière est comme l'animatrice? Oui, parce que c'était même pas réfléchi. Je pense que j'ai pas pu faire autrement. Romancière, oui, parce que c'est un roman. Donc, ça y est, vous portez officiellement le titre, pardon. Voilà, j'ai un peu du mal. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur aussi. J'ai commencé à mon âge à écrire un livre. En tout cas, il est édité, il existe, mais j'ai toujours écrit tout le temps. Donc là, l'objet existe. Et donc, voilà, je pouvais pas faire autrement que parler comme je parle dans la vie, effectivement. Et puis aussi, faut être tout à fait honnête, quand on est brut comme ça de décoffrage, la preuve, ça fonctionne et ça fait parler. L'éditeur vous a jamais dit, t'es sûr ce passage-là, tu veux vraiment le garder, ce mot-là, on peut pas le supprimer, le sucrer? Non, il n'y a pas eu de pression? J'adore votre question, Thibaut, parce qu'on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu sais, le monde de l'édition, c'est pas facile. Et quand je suis tombée sur Dimitri Kennes, c'est pour ça que je me suis dit, ça c'est génial. Je lui ai envoyé mon script et je lui ai dit, il va falloir retravailler et tout. Il m'a dit, non, c'est ton livre, c'est ce que tu as écrit, c'est ce que tu voulais dire, donc je veux respecter ça et on n'a pas touché une phrase. Dimitri Kennes, qui est par ailleurs l'éditeur de Philippe Boxeau, on vous souhaite évidemment le même succès. Alors tout ça a l'air léger, spontané, et en même temps, ça pose une question fondamentale. Et vous vous arrêtez là-dessus au milieu de votre livre. Il y a quelques pages qui sont quand même très puissantes sur la famille. C'est quoi une famille? Il y a 2 définitions. La famille, on sait à quel point elle est sacrée. On voit parfois sur vos réseaux sociaux, voilà une photo avec Vanny, votre fille, que vous avez partagée. Voilà une photo avec Tom, qui suit vos pas d'animatrice, puisqu'il lui aussi s'est lancé dans le même métier. Votre définition aujourd'hui à vous de la famille, ce serait quoi? Il n'y a pas forcément sont des liens, mais peut-être que pas forcément que des liens du sang. En fait, la preuve à Montréal avec Daniela? Oui, bien sûr, il y a plein de gens comme ça où on a besoin, et je le dis, de les respirer, de les sentir. C'est ce qu'on fait généralement avec ses enfants ou avec les personnes de notre famille, avec ce fameux sang. Mais voilà, je pense qu'on a tous
plus ou moins eu ça, où c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on est obligé de s'aimer et obligé de s'entendre. C'est pas politiquement correct. D'ailleurs, ce livre est totalement politiquement incorrect parce que on est élevé dans notre culture aujourd'hui. On doit aimer les siens. On doit aimer les siens, on doit être contente d'être enceinte, on doit faire ça pour nos enfants, on doit. Eh ben non, en fait, non. À propos d'aimer, il y a ces quelques mots, c'est même 3 mots sur lesquels on doit revenir et qui clôturent presque le livre, même si on ne va pas en dire trop ce soir. Vous qui êtes très expansive, qui n'avez pas peur d'utiliser les mots, d'être spontané, vous avez du mal avec ces mots-là, je t'aime, et c'est un copain, Marc, en tout cas dans le livre, qui vous dit finalement, mais c'est facile, prends ton téléphone, ça sort tout seul. Mais bien sûr, bien sûr. En fait, je t'aime. Voilà, je peux le dire. C'est pas ça qui est. C'est ce que ça comporte en fait, et c'est quand on le dit, et c'est à la personne à qui on le dit. Alors, je vais faire ma vieille, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et je vois les jeunes, mes ados, qui font du je t'aime à tire-larigot, ma vie, tu es ma vie, mon frère, je t'aime. Et je trouve que c'est un petit peu galvaudé. Il faut que ça garde l'essence même de ces 3 petits mots avec le T apostrophe qui est un mot donc. Mais je trouve que c'est super important, qu'il faut le dire au moment opportun, quand on a envie de le dire, et une fois que c'est dehors. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et ce n'est plus dedans. 3 petits mots et puis s'en vont. C'est une phrase d'ailleurs de votre psy, en tout cas du psy de la narratrice. Tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur un personnage qui a peut-être chamboulé votre vie ou la vie de la narratrice, allez savoir. Alors, c'est peut-être pas forcément elle, mais c'est Sœur Madeleine. Parce qu'on en parle beaucoup dans le livre de Sœur Madeleine. Elle a joué un rôle dans votre éveil à la sexualité. Est-ce qu'on peut en dire plus ? Alors ça c'est un épisode qui n'est pas du tout de fiction. Donc je l'ai vraiment vécu. Ça ne m'a pas fait évoluer dans ma perception de ma vie sexuelle, parce que mes parents avaient fait leur travail et que voilà. Mais ce que je dis dans le livre, parce que la fameuse Géraldine, je pense, n'existe pas, mais j'imagine que parmi toutes les camarades qui étaient dans ma classe, on avait 17-18 ans. En 6e, Sœur Madeleine, qui ne s'appelle pas comme ça évidemment, nous fait un cours de sexualité atrocissime. Déjà, je me pose la question, moi qui suis catholique et tout, machin, il n'y a pas de souci, qu'une sœur, normalement, n'a pas vu le loup, voilà, ou en tout cas ne sait pas comment s'en servir. Ou alors des petits loups, quoi, des louveteaux, mais jamais non, le vrai loup. Ça c'est horrible. Bref, n'allons pas là-dessus. Et c'est elle qui nous a expliqué comment faire. Et là où j'ai imaginé, je suis allée plus loin en me disant, mais ça peut être très grave, parce que si ça se trouve, il y a cette fameuse Géraldine qui a suivi la méthode Ogino et puis qui est tombée enceinte et qui a dû se faire avorter, que ça s'est mal passé et que voilà. Donc les actes ont des conséquences, et la sœur Madeleine, voilà, cet épisode-là, avec des photos de verges dévorées par la syphilis, je les ai vus. Alors pour toutes les sœurs Madeleine du monde, retenez ceci, tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Merci Bérénice d'être passée nous voir. Tout grand merci. C'est un premier roman qu'on vous recommande et à découvrir dans toutes les bonnes librairies, comme on dit parfois. Dans un instant, direction la descente de la Lesse, où il se passe des choses. C'est la guerre des kayaks en ce moment, et elle débarque même au Parlement. On vous dit tout dans un instant, et c'est dans 100% belge. Je vends des cornichons. Allons enfants de la patrie. Merci d'être là dans 100% belge. Info qui vient de tomber, Joseph Kabila condamné à la peine de mort pour crime de haute trahison. Romuald, vous l'historien, vous allez plonger dans vos papiers à l'espace de quelques instants pour nous donner toutes les infos dans quelques minutes. Mais avant ça, place à la remise des diplômes. C'est ça le direct, vous allez un petit peu bosser, vous allez faire des heures supplémentaires, et j'ai une bonne nouvelle pour vous, ce ne sera pas payé en plus, puisque vous êtes présent sur le plateau. En attendant, il est l'heure de parler d'une sombre histoire qui touche le ministre François Dequesne, sombre histoire qui nous emmène au cœur de la descente de la Lesse. Descente de la Lesse où il se passe apparemment des choses graves, puisque le ministre est accusé d'avoir autorisé trop de kayaks. Et ouais, trop de kayaks. Voilà ce qui se raconte et ce qui se lit dans la presse aujourd'hui. Il y a une véritable guerre des kayaks. Le ministre a revu les chiffres à la hausse. Le nombre de kayaks potentiellement lâchés en une journée atteint les 1769, avec possibilité de monter à 2325. Et l'opposition écologiste dit « Le ministre a octroyé un permis invraisemblable en dépit des avis scientifiques ». Juste Katharina, pour qu'on soit bien d'accord,
il y a vraiment des dangers par rapport à des kayaks qui seraient trop nombreux. C'est dangereux pour qui ? Pour les autres touristes, pour la faune, la flore ? Parce que là, on a du mal à comprendre. C'est dangereux à plusieurs niveaux en réalité. C'est la première fois que dans un dossier, on voit autant de personnes défendre la même chose alors que ces personnes sont issues de secteurs différents. On a les associations, les riverains, les campings et même la commune qui sont contre. Alors, chacune tous unis contre les kayaks. Tous unis contre les kayaks. C'est à la fois une question de surtourisme, parce qu'on estime que si vous allez faire la descente de la Lesse, qu'il y a trop de monde, que vous vivez une mauvaise expérience, vous risquez de ne plus revenir. Question d'environnement, parce que évidemment, ça a des répercussions sur l'environnement. On a du mal à continuer de préserver le Val de la Lesse, vu que c'est quand même un endroit magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer. Moi, j'y allais avec les scouts, justement, à l'époque. Et c'était magnifique. Bref, ceci nous éloigne. Mais il y a des questions environnementales. Et surtout, il faut bien se rendre compte que la région était vraiment dans un chantier de progression, disons, vers un écotourisme. Et donc, tout d'un coup, elle arrive avec cette décision qui vient totalement à l'encontre de tout ce qu'elle essayait de faire et de réaliser depuis plusieurs années. Et donc, selon tous ces acteurs-là, ça n'a aucun sens. Et des avis ont été envoyés à différents niveaux de pouvoir et tout le monde est très étonné de voir que rien n'a été écouté. C'est un peu le tout à la surconsommation. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on cherchait une raison pour laquelle inviter le ministre François Desquesnes. On a lancé plusieurs invitations. Il dit ouais, mais j'ai pas de sujet pour l'instant. Si monsieur le ministre, si vous venez sur ce plateau, nous allons parler des kayaks ensemble. En attendant, il y a d'autres visages au cœur de cette remise des diplômes avec des bons ou des moins bons points. On le verra dans un instant. Malika Benjeloun et Hugues Hamelin. Ce sont nos deux profs qui nous ont fièrement représentés sur le plateau de la Star Academy. On vous en parlait en début d'émission. C'est notamment à Malika, grâce à Malika, qu'on a tous appris la fameuse choré. Et 1, 2, 3, 4, changer. 5, 6, 7, 8 en haut. 1, 2, 3, 4. Merci à Julie nous la refera en fin d'émission en direct. Elle s'est entraînée toute la journée. Vous n'avez pas travaillé ça non plus. Vous avez bossé. Et vous avez bossé sur une autre question qu'on nous a posée à propos de nos profs belges de la Starac. Les profs qui quittent la Starac sont-ils indemnisés ? Je trouve qu'on les prévient très tard. Ce n'est pas normal. Ils vont avoir droit à un petit truc ou pas ? Alors, je les ai eus tous les deux. Et alors, il faut savoir que quand on est artiste, c'est comme ça. Quand le show business, c'est comme ça. Ils ont signé pour une saison. La loi du show business fait qu'ils n'ont pas été reconduits, mais en tout cas, ils m'ont dit tous les deux qu'ils étaient en excellent terme avec la production. Il n'y a pas de coussin de départ, évidemment, parce que c'est comme ça. C'est le contrat de départ. C'est le contrat de départ. Mais ils sont tous les deux fort occupés, parce que vous savez que les artistes, ils ne jouent pas que sur un seul tableau. Là, Hugues Hamelin, qui est en train de préparer son spectacle, il joue le 2 octobre au Théâtre de Mons. Malika Benjeloun est à Stockholm en train de faire une création. Elle a aussi son école, je crois. Voilà, elle a son école. Ils ont plein de choses. Donc, déçus, non. Ils ont appris la nouvelle au mois de juin. Évidemment, ils ne pouvaient pas communiquer là-dessus parce que ça, c'est les secrets de la prod. Mais ils sont tous les deux très, très heureux. Et d'ailleurs, ils reçoivent plein de messages. C'est vraiment un déferlement d'amour. Par contre, ils étaient tellement populaires qu'on se pose quand même la question. Pourquoi Moi, franchement, je lance un appel au patron de TF1. Pourquoi n'avez-vous pas gardé nos petits Belges ? Honnêtement, ils étaient super bons. Ouais, c'est vrai. Ils avaient suscité un élan d'affection, de popularité. Et en plus de ça, ils sont fair-play, vous l'avez dit il y a quelques instants. La preuve avec le message de Hugues, c'était hier sur les réseaux sociaux. Bon ben voilà, je ne serai pas le prochain professeur de théâtre de la Star Academy, mais je suis super fier du travail qu'on a accompli avec la promo 2024, que je vais évidemment continuer à suivre attentivement et avec bienveillance, comme je l'ai toujours fait. Vous n'avez pas vos entrées à TF1, Julie, vous n'allez pas leur glisser un petit message, rappelez-les en dernière minute, on peut encore changer, il n'est pas trop tard. J'ai pas ce pouvoir malheureusement, mais franchement, je m'inquiète pas du tout pour Hugues et pour Malika. Ce sont des gens talentueux et ils savent retomber. Non, mais on s'inquiète pour nous, téléspectateurs, de ne plus les voir dans l'émission. Pour nous, on va s'attacher aux autres, il n'y a pas de problème. On sera bien servis aussi. C'est des pointures qu'ils ont engagées à leur place, tout comme eux. Je l'annonce officiellement, je boycotterai cette saison de la Star Academy. Je boycotterai. Non, vous faites le con, là. Fallait pas toucher aux Belges, c'est clair. TF1, soyez prévenus, on boycotte l'émission. En attendant, troisième visage au cœur de cette remise des diplômes, c'est celui de Julien Moinil, le procureur du roi de Bruxelles, qui fait beaucoup parler de lui, vous le savez. C'est un petit peu le shérif, c'est celui qu'on appelle Batman. Il est en train de mettre de l'ordre au cœur de la région bruxelloise. Et il a annoncé qu'il allait encore serrer la vis en matière de perception immédiate par rapport aux petits consommateurs de drogue. Ceux qui prennent leurs petits rails, leurs petits joints. À partir du 1er décembre, le parquet de Bruxelles
va encore durcir sa politique criminelle en matière de perception immédiate. Nous n'oublierons pas par ailleurs les toxicomanes en détresse. Ceux-là, on va essayer de les aider. Perception immédiate, Romus, ça veut dire que quand vous êtes pris sur le vif, on vous propose de payer directement 50, 100, C'est ça, 150 entre 50 euros. à 150 euros. Il va où l'argent? Il va dans les caisses de la justice et donc ça leur donne des moyens supplémentaires ou pas? Eh bien non, en fait, ça va dans les caisses générales de l'État, donc dans les caisses du SPF Finance, qui selon les choix politiques pris par le gouvernement, eh bien c'est dispatché entre les différents départements et donc ça ne vient pas directement dans les caisses de la justice. C'est pas parce que la justice fait un bon travail que l'argent va être gardé pour elle. Alors parfois, il y a des décisions lors des conclaves budgétaires, s'il y a quelques surplus à gauche à droite, on peut leur donner plus de moyens, mais donc non, ce sont avant tout des choix politiques dictés et ce n'est pas parce qu'à Bruxelles on travaille bien qu'on va avoir plus de sous. Quand même un petit chiffre, vous parlez de la drogue, ben effectivement dans tout ce qu'on appelle ces perceptions immédiates, à l'échelle nationale du pays, c'est 8 sur 10, 80% rien que pour la drogue, 10% pour les ports d'armes prohibées et 10% pour les vols à l'étalage. Les perceptions immédiates sur Bruxelles, c'est 25% du total du pays, c'est quand même pas rien. Ouais, et la preuve que ça se joue beaucoup dans la capitale, l'histoire de trafic de drogue et de perception immédiate. Question fatidique qu'on doit vous poser ce soir, Hubert, et elle est importante. Parce qu'on parle beaucoup de perception immédiate, genre, t'es là, tu sors le banc contact, tu payes tout de suite. Sauf que, regardez ce qu'on a noté. La police propose à l'auteur, pris en flagrant délit, de payer une perception immédiate via un banc contact, un QR code ou virement dans les 15 jours. Ben là, moi, je suis face au policier, je dis, je fais le virement dans les 15 jours et puis il va jamais s'en souvenir. Qu'est-ce qui se passe pour cela ? Non, non, Manneke, on ne va pas vous oublier. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous ne payez pas? D'abord, il y a une première relance. Et là, déjà, le montant peut être majoré. Deuxième étape, si vous ne payez toujours pas, le parquet peut décider de proposer une transaction, ce qui va éventuellement vous éviter de passer devant le tribunal. Transaction, ce sera plus cher. Alors, si vous êtes coincé, vous devez aller devant le tribunal de police. Alors là, le juge peut prononcer une amende pénale toujours et généralement plus élevé que la perception immédiate initiale. Le juge peut aussi prendre d'autres mesures, mais on ne va pas les détailler, ce serait trop long. Alors, vous refusez toujours de payer, vous oubliez toujours. Eh bien, à ce moment-là, il peut y avoir un recouvrement forcé. Vous l'avez dit, c'est le SPF Finance qui va intervenir. Il peut décider une saisie sur votre salaire et là, vous êtes coincé. Donc, autant payer directement, c'est la morale de Ça l'histoire. rapporte quand même de l'argent. Parfois, il y a aussi beaucoup de les amendes routières. Quelques millions d'euros chaque année. N'oubliez pas de travailler sur Kabila, parce que on revient avec l'info. Monsieur, tout dépendra de votre question. Oui, donnez-nous toutes les infos. Vous faites bien de parler des amendes routières. Les perceptions immédiates dans les amendes routières. On peut vous empêcher de retirer votre permis de conduire. J'ai une bonne nouvelle, on met ça à l'agenda de la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez en reparler une nouvelle fois. En attendant, on file au cœur de nos cours de récré avec la grande affaire. Ça se joue une nouvelle fois dans les écoles ce soir. On vient d'apprendre, et c'est un phénomène important, que les petits Wallons boudaient les cours de néerlandais. Vous êtes de moins en moins nombreux en Wallonie à suivre les cours de flamand. Pourquoi? Et qu'est-ce qui est la cause et l'origine de tout ça? On voit ça avec Alexandre Gérard. De moins en moins de Wallonnes et de Wallons apprennent le néerlandais. Le constat a déjà été fait, mais le phénomène continue. L'année dernière, l'anglais attirait toujours plus dans le choix de la seconde langue. Par rapport à l'année précédente, on observe une baisse de près de 3% dans le choix du néerlandais. Mais alors, comment on l'explique? Eh bien, à en croire les chiffres, l'anglais a toujours plus la cote. Ils sont plus de 70% d'élèves à avoir opté pour la langue de Shakespeare comme seconde langue. Et ce choix s'accentue d'année en année. Entre l'année 2019-2020 et l'année 2024-2025, on note une augmentation de 17% pour cette option. Pourtant, l'objectif du gouvernement est d'enseigner le néerlandais comme première langue étrangère d'ici 2027. Mais problème, il y a une pénurie d'enseignants particulièrement grande dans ces matières. D'autres alternatives sont alors imaginées pour stimuler l'apprentissage du néerlandais, comme par exemple l'enseignement en immersion ou des échanges d'élèves ou de profs entre communautés linguistiques. Les petits Wallons qui boudent le néerlandais. Que faire? Faut-il s'énerver ou pas?
Hubert, vous sortez votre meilleur flamand pour nous dire que vous êtes mitigé quelque part. Non, je ne parle plus flamand comme la semaine passée ou il y a 15 jours. Dommage. Non, mais ça a été vraiment un succès. Je suis halfenal, je suis partagé. Pendant ce temps-là, les petits flamands sont plus forts en anglais qu'en français. Ça aussi, ça change. Alors le phénomène de la régionalisation a encore accentué la différence. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est que certains disent pourquoi apprendre une langue qui ne permet pas de communiquer. Vous savez, récemment, le prince Laurent a reconnu un enfant néerlandophone, Clément. Alors, Clément, dans son interview, disait « J'ai téléphoné », en flamand c'était traduit, « J'ai téléphoné à mon père, Laurent, qui me dit « Parle un peu plus lentement, je ne comprends pas très bien ton néerlandais ». Alors que le prince Laurent a fait une grande partie de ses études en néerlandais. Parfait bilingue. Bon, après, il y a la question du dialecte aussi. Oui, vous savez, quand une série est tournée en Flandre, quand elle passe aux Pays-Bas, elle est sous-titrée. C'est un peu paradoxal. Mais il y a quelque chose. Pendant très longtemps, les Français... On doit tous les 4 parler, hein, mon cher. C'est le Stéphane Powell des seniors. C'est le terminé. Qu'est-ce que vous voulez? Je vois le temps qui passe. Qu'est-ce que vous C'est la voulez? bourvache entre ces deux-là. Oh, il boude maintenant. Vous étiez au bout du raisonnement ou presque? Oui, j'étais presque au bout du raisonnement. Non, mais je veux dire, vous avez parlé de classe en immersion, le paradoxe. Savez-vous qu'il y a plus de classes en immersion en Wallonie, région unilingue, qu'à Bruxelles, qui est une région bilingue? Là aussi, on pourra se poser des questions. Il y a des questions à se poser. Katharina, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous serez la dernière à parler. En attendant, place à Julie. Pas pour les autres. Julie qui a une solution. C'est la playlist. Moi, j'ai une solution. Il faut faire une playlist. Voilà, enfin, je vais toujours retourner autour de ça, mais c'est la vérité. Il faut donner du sens, il faut donner l'envie. Et l'envie, ça passe par quoi? Ça passe aussi par la culture. Quand on apprend le français, on l'apprend avec de la musique, avec des comptines. Quand on apprend l'anglais, enfin, nos jeunes, là, ils parlent, c'est vrai, beaucoup plus l'anglais parce qu'ils sont attirés par la culture, par les musiques, par les films, par les séries. Donc, ils prennent le temps, ils écoutent, ils traduisent. Et je pense que si on s'intéressait un tout petit peu plus à ce qui se passe dans le nord du pays en musique, parce qu'ils le font avec nous. Je veux dire, ils écoutent de la musique francophone, ce qui n'est pas le cas spécifiquement chez nous. Donc, voilà, ça permettrait de... En plus, il y a des stars en Flandre. Il y a Pommeline Thijs, par exemple. Ah oui, elle est super connue. C'est un phénomène. Elle a fait 9 AB ultra archi complet. Donc, vraiment, si vous voulez découvrir la langue néerlandaise enfin, il y a des super chansons. Le flamand, pardon. Et demandons aussi au passage à toutes les radios de passer de temps en temps des artistes. Et si vous n'aimez pas la langue, elle joue par exemple dans la série Knock Off. Et c'est aussi ces séries-là, les séries néerlandophones qui nous amènent à redécouvrir la langue. Moi, ce qui me fait peur, Romuald, c'est qu'on est quelque part en train, en boudant le flamand en Wallonie, de donner raison à Bardo Wever, qui dit depuis des années, on vit dans 2 pays, 2 cultures différentes. Bon. Quelle est votre réponse à ça? Comment est-ce qu'on fait pour réintégrer le flamand dans nos cours de récré et dans nos cours d'école? Bon, déjà, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration de Bart de Wever. Je vais quand même vous replonger en arrière. 1996, Loreton Collins, qu'est-ce qu'elle disait? Tous les élèves seront bilingues au sortir du secondaire en 2001. Ouais. On est en 2025, en Wallonie, on maîtrise mieux l'art de l'excuse que la langue de Vandel. C'est un peu le problème. Parce qu'on oublie de rappeler que la langue, c'est quoi? C'est un outil de travail, c'est un outil de cohésion. Alors oui, l'anglais, c'est hype, un mot que vous allez sûrement apprendre, Hubert, prochainement. Mais le néerlandais, ça donne aussi du taf. Snobber le néerlandais, c'est snobber la moitié du marché belge. Donc je pense qu'il faut un changement de mentalité. On a souvent été trop condescendants vers les Flamands. Combien de fois j'ai pas entendu, quand j'étais en primaire maternelle, mais ça sert à rien. Le néerlandais, c'est moche, arrêtons ces trucs de flamand. Eh bien non, c'est un problème historique et culturel, vous ne me ferez pas taire. Il n'y a pas assez d'immersion et il y a une pénurie de profs. On me dit, ah mais il n'y a pas assez de professeurs. Mais vous m'étonnez, avec tout ce qu'on entend comme projet, vous pensez que les gens, ils ont envie de venir enseigner le néerlandais dans nos écoles? Ils en ont marre, on ne traite pas assez bien. Parce que les enfants, ils veulent apprendre. Oui, mais il y a un point positif, Le point positif, c'est que vous allez laisser la parole à Katharina. Le point positif, c'est que nos politiques francophones parlent mieux le néerlandais qu'avant. Vous savez, il y a plein de moyens pour que les choses s'améliorent. Je pense qu'il y a plein de projets, des primes d'attraction pour les enseignants. En fait, plus on vient après de vous, plus vous continuez. Je dois m'éloigner. Je dois m'éloigner. Katharina, vous allez pouvoir conclure sur ce sujet. Le président a parlé. La bonne nouvelle, c'est que j'allais dire précisément à la fois ce que Julie et ce que Romu ont avancé. J'utiliserai plus le terme motivation, à la fois, effectivement, sur tout ce qui concerne les divertissements, mais surtout la motivation du marché de l'emploi. Rappelons, même en primaire, même en humanité, rappelons pourquoi il est important d'étudier cette langue. C'est aussi pour avoir une offre d'emploi qui soit plus large. On sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Et je pense que ça, c'est des éléments qui ne sont jamais mis en avant
en primaire, vous allez me dire c'est tôt, et puis essayons d'apprendre des chouettes choses, quoi. Oui, Là, oui, c'est vrai que la méthode parfois n'est pas très engageante. Oui, on me dit du côté de la régie, Romu a été le plus bavard, mais Julie a été la plus pertinente et de très loin. Il est l'heure Non, mais s'il vous plaît, il est l'heure de l'info de dernière minute. On l'envoie. C'est un scandale. Mais non, monsieur. Info de dernière minute. Info de dernière minute. Et il est temps parce qu'on va les renvoyer à la maison d'ici là. L'info de dernière minute nous emmène du côté de nos aéroports et notamment de l'aéroport de Bruxelles National parce qu'on apprend que le 14 octobre prochain, vous savez qu'il y aura une manifestation et une grève nationale, il n'y a pas un seul avion qui va décoller. On va encore être la risée du monde entier et des touristes du monde entier, diront certains. Romu, je me tourne malheureusement une nouvelle fois vers vous. Est-ce qu'il y a d'autres points de blocage qu'on peut déjà valider pour le 14 ? On sait ce qui sera à l'arrêt en dehors de l'aéroport ? Je serai court, ce qui m'arrive pas souvent dans ma vie privée. À Bruxelles, le réseau STIP fonctionnera de manière très réduite. Seule la ligne de 1 de métro et quelques lignes de tram et bus seront actives. En Wallonie, le TEC prévoit d'importantes suppressions de trajets. Je fais déjà mes affaires. 50% dans certaines régions. À Charleroi, 70% du réseau devrait être à l'arrêt. Dans les aéroports, tout est annulé. La grève va aussi toucher des écoles, des administrations publiques, certains hôpitaux et services non marchands. Et il y aura aussi des entreprises qui seront plus affectées que d'autres. Dans cette grève, les cortèges syndicaux sont prévus dès 10h à la gare du Nord, direction la gare du Midi, vers la gare centrale de Bruxelles. Merci à vous les studios. Je vous invite à quitter le plateau et à laisser Romuald seul ici, parce que nous devons nous désolidariser des propos qui ont été tenus. Non, vous restez tout seul en plateau. Vous restez tout seul et nous nous en irons pour montrer notre désapprobation par rapport à cet homme dont on vous montre une dernière fois le visage. Il ne sera peut-être plus là la semaine prochaine. Profitez bien de lui. On vous souhaite une belle soirée. Dans un instant, Cyril Ferraud et tout le monde veut prendre sa place. À demain sur LN24. Salut.